élèves qui viennent, les scolaires, CM1, CM2, voilà. On leur explique qu'est-ce qui se faisait avant la photographie. C'est-à-dire que on présentait des lanternes magiques. Les lanternes magiques, c'est un mot, bon, un grand mot. On dessinait sur des plaques de verre, comme celle-ci, on dessinait des dessins, pas à la main, par des dessinateurs. Et ces images, on les projetait, on les installait sur une lanterne qui se trouve ici, voilà, comme là. Et à cette époque-là, c'était au XVIIe siècle, hein, XVIIe, XVIIIe siècle, ces lanternes étaient éclairées avec des bougies, au départ avec des bougies, ensuite avec des lampes à alcool, à pétrole, comme on le voit ici, allumé, et on projetait ça sur un mur blanc, quelque chose. Et projeter une image sur un mur, c'était quelque chose de magique à l'époque. Hein, c'était pas quelque chose de commun, c'était magique de voir une image sur le mur. C'est pour ça que ça s'appelle des lanternes magiques. Il y a même des sorciers qui présentaient ça pour présenter des images, pour guérir et ainsi de suite. C'était à l'époque, il y avait de la sorcellerie et tout ça. C'était quelque chose de grandiose. On connaissait les peintres sur le tableau, mais on ne connaissait pas ces images projetées sur le mur. Donc ce n'étaient pas des photographies, ce sont des images peintes à la main. D'accord. Ensuite, on passe dans les années 1800, où beaucoup de chercheurs, de savants, enfin d'amateurs de photos, enfin qui essayaient de produire des photographies. Photographies voulant dire photos, soleil, graphique, gravé. Quelque chose, une photographie, c'est quelque chose qui est gravé grâce au soleil. S'il n'y a pas de soleil, on ne peut pas faire de photo. Alors il faut rajouter de la lumière, c'est-à-dire le flash, ainsi de suite. Il fait nuit, il fait noir, on n'a pas de photo. Hein, il n'y a pas de lumière, on n'a pas de photo. Et comment on arrive à graver? C'est parce qu'il y en a vers le 15e siècle, 14e, 15e siècle, vers l'époque de Léonard de Vinci, 16e siècle, ils se sont aperçus qu'une cuillère d'argent, une cuillère en argent, qui restait sur une table, qui restait un certain temps sur une table, restait au soleil, s'imprimait sur la table. C'est-à-dire que l'argent, le nitrate d'argent, se décolorisait à l'action du soleil. La table était imprimée de la cuillère. De là, il y en a qui se sont dit, bah tiens, essayons de faire quelque chose, une image, quelque chose, avec un produit d'argent. Donc beaucoup de chercheurs ont essayé sur des supports métalliques, en cuivre, papier quand il a existé, et d'arriver à faire une photographie. Sauf qu'il y en a beaucoup qui y sont arrivés, faire des photographies avant Niepce, en 1826, quand il a fait sa première photo. Sauf que personne n'est arrivé à la fixer, l'image. C'est-à-dire, c'était bien beau d'avoir une image qui était dans la caméra Scura qui est là, c'est-à-dire une boîte avec un support sensible et du nitrate d'argent. On avait une image qui était imprimée, mais lorsqu'on la sortait de la boîte, qui était en plein jour, elle disparaissait. C'est comme une pellicule papier, quand on fait de la photo, vous la sortez de machin, tant qu'elle n'est pas traitée, vous ne pouvez pas avoir d'image. D'accord? Okay. Et c'est M. Niepce, en 1826, qui est arrivé, à fixer cette image. C'est-à-dire, c'est cette image-là, prise de son grenier, de son atelier, hein, il habitait à côté de Chalon-sur-Saône, à Saint-Loup-de-Varennes, et il a mis, pour réaliser cette photo-là, qui s'appelle photo de Le Gras, c'est-à-dire au-dessus de son grenier, 8 heures, 20 minutes. Okay. En exposition en plein soleil. 8 heures, 20 minutes pour réaliser cette photo. Cette photo existe toujours, elle est collectionnée aux États-Unis. C'est un privé qui l'a aux États-Unis. Elle a disparu en France, elle était retrouvée aux États-Unis. Dans un village qui est au Texas, je ne sais plus le nom du musée, peu importe, elle existe ici. Donc il a mis 8h30 et c'est lui le premier qui a réussi à fixer l'image, c'est-à-dire avec un produit qu'il appelle le bitume de Judée.
bitume de gilet, un grand mot. Hein. Ouais. Bon, c'est un genre de goudron qui se mettait, qui badigeonnait sur la plaque de cuivre, parce que au départ c'était pas du papier ni des plaques de verre, c'était une plaque de cuivre. Plaque de cuivre, C'est une d'accord. plaque de cuivre ou une plaque d'étain, voilà, qu'il avait badigeonné les produits, le nitrate d'argent et ainsi de suite. Ça s'imprimait, et ensuite on n'y voyait que des ombres, il n'y avait pas de détails à beaucoup, puisqu'il n'y avait pas d'objectif à l'époque. Bien sûr. Donc c'était surtout des ombres, quoi. Vous avez un trou comme ça qui s'appelait un sténopé, son objectif surtout on voit c'est des ombres, il n'y a pas trop de détails. Et ce bitume de Jumet, c'était de l'alcool de lavande, de l'alcool, enfin bon, tout un mélange, et il a gardé cette photo. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'inventeur de la première photographie. Il y a eu d'autres personnes, Talbot par exemple, d'autres qui ont fait, mais l'image a disparu. Elle n'est pas restée fixe. Oui, oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Donc voici les appareils. Donc la chambre caméra oscura, qui veut dire chambre noire. Chambre noire parce qu'autrefois, bien avant aussi, on s'était aperçu que par un trou dans un mur, un trou de serrure pendant un mur, et dans une pièce, dans une chambre, sur le mur d'en face, les rayons de soleil passaient et on y voyait l'image imprimée sur le mur, le dessin, un arbre, peu importe, un sujet, et l'image était à l'envers, à l'intérieur des grandes pièces d'une chambre. C'est pour ça qu'on dit chambre noire. Ouais. Et à cette époque-là, vers le 15e, 16e, 17e siècle, les peintres venaient dessiner le dessin qui était imprimé sur le mur. Ouais, il y avait des peintres qui faisaient des tableaux, mais il y en a qui venaient dessiner, c'était des ombres, ils refaisaient le dessin à l'intérieur. C'est pour ça qu'on appelait ça une chambre noire. On était dans la chambre noire à faire du dessin. Et du mot caméra, qui veut dire chambre oscura noire. Moi, nous, dans notre collection, voici les appareils qui ne sont pas de 1826, puisque c'est une chambre, une boîte, un appareil photo à tiroir, c'est-à-dire c'est deux boîtes en bois qui se glissent l'une dans l'autre, pas de soufflet, pas de choses comme ça, c'était simplement deux boîtes en bois, comme c'est là, comme c'est ici, on voit, c'est un tiroir, vous voyez, un tiroir qui se glisse, et un trou qui est là, qui s'appelle sténopé. L'objectif n'existait pas. Ensuite, ça s'est modernisé. Il y en a qui ont inventé des verres convexes qui faisaient l'objectif avec plus de netteté, c'est-à-dire que la photo était beaucoup plus nette. Et on évolue dans la fabrication des appareils. Le plus ancien que l'on a ici, c'est celui-ci qui date de 1870. Voilà, voilà 1870, avec ce qu'on peut dire une poire au début, puisque c'était ce qu'on avait. Vous avez un petit obturateur ici, voilà, et normalement il n'y a même pas de ressort, c'était un élastique. Et quand on déclenchait avec la poire, l'élastique, on faisait revenir l'obturateur qui est là devant. Il y a plus l'élastique n'est plus là, ça ne fonctionne plus évidemment. Mais voilà le genre d'appareil photo que l'on trouvait dans les années 1850 et 70. Vous avez derrière un dépoli, un verre en dépoli, qui servait à faire la mise au point, le cadrage. On n'avançait plus, on reculait le châssis derrière, la mise au point comme ça ou comme ça. Ici, c'était plutôt pour voir là. C'était le cadrage. Plus on reculait, plus on voyait de loin. C'est-à-dire qu'on avait moins de cadrage. C'était la photo comme un téléobjectif, si vous voulez. Oui, oui, Vous voyez, d'accord. plus c'était près, plus on voyait en grand angle. On cadrait la photo, et puis après on restait comme ça, et on avait la netteté aussi en même temps. On faisait le cadrage, la netteté, on prenait la photo, il ne fallait pas bouger. C'était des plaques de verre qui étaient enduites de nitrate d'argent. Et là, on y mettait à peu près peut-être 1 minute, 2 minutes de prise de pause. Donc les gens étaient souvent assis, si c'était du portrait qu'on faisait ou du paysage, ça allait. Mais si c'était un portrait, il ne fallait pas que les gens ils bougent pendant 1 minute, 2 minutes. Ils étaient généralement, ils étaient assis sur une chaise. Comme chez les dentistes, ils étaient sur une chaise, un dossier, il y avait un pose-tête derrière, voilà, on posait. Il ne fallait pas rigoler parce qu'on n'arrivait pas à garder le sourire toujours pareil pendant 1 minute. Bah ouais. Sérieux, ainsi de suite. C'était comme ça. On ne souriait pas autrefois. Maintenant, on rit, mais on bouge, on fait ce qu'on veut, mais pas à cette époque-là. Voilà, donc on prenait les photos comme ça. Voilà le genre d'appareil, le plus ancien, 1870. Regardez l'objectif, le système de diaphragme et tout ça, c'était quand même assez simple. C'était juste un ressort avec un trou et c'est tout ce qu'il y avait.
Voilà. C'est dingue. Ensuite, bah, ça a évolué, bien évidemment. On est quand même déjà 50 ans, presque 40 ans, 50 ans après la première photo de Niepce. On arrive dans les années 1890-1900, c'est déjà un petit peu plus sophistiqué. On y trouve déjà des objectifs, comme ceci, vous voyez, avec avec des diaphragmes. Alors là, d'habitude ça fonctionne, mais comme ça ne marche pas souvent. Tout à l'heure j'y suis arrivé. C'est très dur. Voilà, on avait des réglages, vous voyez, ici, moi, je ne sais pas si vous pouvez voir, petit trou, c'est-à-dire suivant la luminosité, c'est comme notre iris dans l'œil, il se ferme quand il y a beaucoup de lumière, il s'ouvre, ça s'ouvre quand il y a beaucoup de lumière. Ben là, c'est exactement pareil. Beaucoup de lumière, pas beaucoup de lumière, on agrandit, vous voyez. D'accord, ouais. Ouais, ça marche pas très bien, c'est un petit peu dur, enfin voilà. Donc là, déjà, on a plus de contact, de définition d'image. C'est plus des ondes, c'est déjà du détail qu'on a avec les objectifs, grâce au verre. Appareil toujours fait à la main, artisanalement, ce n'est pas fait industriellement. Voilà, on est dans les années 1890-1900, on évolue, et là on arrive dans les années 1900-1920. On y voit déjà beaucoup l'évolution, c'est déjà du matériel fabriqué en série, avec de la technique, déjà plus de technique, plus de définition. Donc ici, on y voit un genre de photo dans les années 1900. Voilà, toujours en noir et blanc. La couleur n'existait pas, bien évidemment. Vous voyez, c'est du carton, c'est quelque chose de solide. Ouais. Alors c'était réalisé le papier carton comme ça. C'est arrivé dans les années 1880, la première pellicule. Sinon, c'était des plaques de verre. C'était des plaques de verre. On va en voir tout à l'heure au laboratoire, des plaques de verre, comment on développait ces plaques de verre, et ainsi de suite. Voilà le genre de photos qu'on obtenait dans cette période-là. C'était à l'intérieur des châssis comme ça. Ça se mettait derrière les châssis. On soulevait le rideau qui est ici. Alors, bon, comme d'habitude, ça soulève. On faisait la mise au point avec le dépoli. On mettait ensuite, une fois qu'on était mis au point, on introduisait la plaque de verre. On soulevait ce petit rideau, prenait la photo, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, suivant le temps qu'il fallait. On rebaissait le rideau, on sortait la plaque et on envoyait au laboratoire à développer. Voilà, le support, comment ça se passait. Ensuite, on approche dans les années 1850, d'autres modèles, 1850-1900, là c'est des appareils, mais le développement, on appelle les daguerreotypes. Daguerreotype, ça vient du nom de Daguerre. Daguerre qui était un peintre et qui s'intéressait beaucoup à la photographie et qui s'était allié avec Niepce pour développer, faire des études de photographie. Niepce est mort en 1833. 1833, après avoir inventé la photo. Il s'est associé à Daguerre, qui lui a soustrait beaucoup des expériences de Niepce. Et il a surtout exploité tout ce que Niepce a fait. Ouais, d'accord. Niepce étant décédé, il a continué, il a abandonné le principe du bitume de Judée pour fixer son image, donc il a jugé que c'était un peu trop long. Il a inventé un autre système, donc le daguerreotype, réalisé une photo sur une plaque de cuivre, mais avec bien évidemment toujours du nitrate d'argent pour imprimer l'image, mais en plus il y avait badigeonné cette plaque de cuivre d'étain, de l'étain dessus. Si on fait de l'étain sur une plaque, qu'est-ce que ça donne? Ça fait un miroir. Alors cette photo, il faut la regarder, il faut essayer de la voir dans le sombre, suivant l'orientation pour voir l'image. Ça reflète. Ça reflète bien évidemment. Mais on voit alors si je vois par exemple, je vais reculer, je vais venir dans le sombre, vous aurez moins de lumière. Vous pouvez peut-être vous approcher ici, peut-être moins de lumière. Voilà, si l'on est comme ça, contraire à la lumière, peut-être en face. Ouais, on la voit un petit peu. Vous la voyez là, ici, là.
Je vais essayer de m'approcher. Vous voyez, vous faites de l'ombre, on la voit beaucoup mieux. Parce que là, c'est le soleil qui l'a. Ouais, mais ça fait quand même un beau reflet. Ah, ça fait un reflet, alors je vais essayer Là, attendez, vers moi. Voilà, là, on la voit bien. Voilà. Ah, super. Vous voyez? Ouais. Alors, cette photographie, derrière, il est marqué Agathe Bouton. Alors, j'ai pas tout à fait mes lunettes, je vais pas. Alors, je sais qu'elle est mariée avec monsieur un certain nom. Et cette photo, cette dame-là, elle est décédée à Yvetot en juillet 1852. Wow. En juillet 1800, elle est décédée en juillet 1852 et elle avait 52 ans quand elle est décédée. Donc on voit ce personnage que vous voyez, 52 ans. Vous voyez le personnage à cette époque-là, 52 ans, 50 ans. Je suppose qu'elle avait 50 ans, puisqu'elle est décédée à 52. C'est pas. Donc la photo était prise avant. Hein. On voit un peu le visage de ces personnes quand même un peu fatiguées pour 50 ans. Hein, je veux dire. Vous voyez un petit peu. C'est sûr, oui. En plus, c'était une personne, prendre des photos à cette époque-là, des gens qui ont quand même les moyens. C'était pas la petite personne lambda, le manœuvre du coin qui faisait faire des portraits en 1850, je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà, le genre de photo. Donc cette personne devait avoir 50 ans et ça a été pris dans les années 1950. Sachant que le daguerreotype est sorti, les premiers daguerreotypes sortis en 1840. 39-40. À peu près 6 ans après que Niepce a sorti sa première photo. D'accord? Donc ça, ce sont des photos très, comment je vais dire, très dures à trouver, hein, on n'en trouve plus beaucoup. Et surtout qu'il faut, pour les conserver, c'est très difficile. Il ne faut pas que ces photos, c'est sur plaque de cuivre, il ne faut pas qu'elles prennent l'air. Sinon, le cuivre s'oxyde. S'oxyde et la photo disparaît. Si elle prend l'air. Alors celle-ci est en bon état. Celle-ci, par exemple, on voit comment elle commence déjà à se décolorer sur le bord. Vous voyez, l'oxydation. Hein, c'est le même personnage mais en plus petit. Et on voit parce que ça prend l'air. On y voit la plaque de cuivre, vous voyez, qui est ici, qui est fixée. Cette photo-là, par exemple, elle date de 1890. Elle a beaucoup travaillé. Elle a eu beaucoup plus tard, parce que le daguerreotype a duré très longtemps, parce que le papier seulement, c'est sorti la première pellicule en 1881 seulement, et puis les premières pellicules. Donc là, voilà une photo qui a travaillé, qui a pris le jour. Vous voyez, c'est pas étanche. Et là, on voit toute l'oxydation. C'est une photo qui disparaîtra d'ici quelques années. Ça. Malheureusement, bien sûr. Ça coûte très très cher de refaire l'étanchéité, ainsi de suite. Il y a des spécialistes. C'est bon pour les musées, mais des collectionneurs comme nous, privés, si je faut payer 100 € pour refaire une photo comme ça, si c'est pas plus, moi tant pis, hein, c'est pas comme ça. Je veux dire. Voilà. Donc, on avance un petit peu, on est dans les années 1920, 1930, on y voit des modèles détectives. Détectives, ça veut dire que c'est des gens, des détectives style paparazzi, qui se servaient pour faire la photo à l'improviste du public, enfin des gens. Pourquoi? Parce que ces appareils carrés comme ça, hein, ils vont des carrés, ça se tenait, ça se promenait, ça se tenait comme une valise. D'accord. Vous voyez, je la vois ici, je me promène, hein, avec un flexible ou autre, je pouvais prendre des photos à l'improviste des gens. Bien évidemment, il existe des appareils, je n'en ai pas, où il y a un faux objectif devant, mais l'objectif est surtout sur le côté. On fait semblant de prendre la photo comme ça, on photographie sur la droite ou sur la gauche, comme on veut. Hein, vous voyez? Ah oui. C'était avec un renvoi d'angle, un 45 degrés. Hein, vous aviez un miroir, comme les réflexes, les miroirs, et on photographiait à côté. C'était surtout des journalistes qui les utilisaient. Type d'appareil. On appelait ça des détectives, parce que ces gens-là, c'était des détectives. Quand on voulait surprendre son mari ou sa femme avec son ami, son amant ou autre chose, quand on faisait de la recherche, c'était avec ce type d'appareil
qui n'était pas discret, mais c'était pas de l'espionnage, mais pas loin, mais c'était parce qu'il était en forme de valise. Ça pouvait se mettre dans un sac. Vous savez, les sacs en cuivre, il y avait un qu'ils gros ouvraient sac en sur le cuivre, il y avait dessus, dans le ouais. temps les ferrures, on le mettait dedans, il y avait le sac était percé devant, et puis hop, c'était discret dedans. Voilà le genre de photo. Toujours avec des plaques. C'est pas des pellicules, c'est pas du papier, c'est plaques de verre. Il faisait ça comme ça. Qu'il est sorti par Kodak dans ces années-là, 1920-1930, ce genre d'appareil, 1920-1930, ça s'appelle un panorama. Panorama, vous voulez dire panoramique, quelque chose où l'on filme, on prend en photo, grand angle, grand panoramique. Regardez l'objectif qui va se mettre là. Si je fais ça, je vais l'armer. Regardez, vous allez voir le petit objectif qui est là, qui va se balader de gauche à droite. Tac. Vous avez vu, je refais une seconde fois pour que vous voyez mieux. Je refais. Tac. Voilà. Vous voyez, il a fait 180 degrés. La photo ne fera pas tout à fait 180 degrés, puisque comme elle est là, on ne peut pas prendre de photo. Là, ça, comme ça, c'est bien 180 degrés, la moitié, mais la photo, elle sera de là jusqu'à là. 160 degrés. C'est déjà pas mal. Je refais un coup pour vous montrer. Alors c'est dans l'autre sens, puisqu'elle n'est pas armée, là, voilà. Clac. Voilà. Ouais, d'accord. D'accord. On y voit à l'intérieur la forme de la pellicule. Vous voyez l'intérieur de la pellicule, je ne sais pas si vous le voyez bien. La pellicule se fixe là, elle tourne ici, elle fait un demi-cercle, elle s'enroule là comme ça, vous voyez, par l'intérieur du circuit, du schéma qu'il y a là. La pellicule, elle fait tout ça. Donc tout ça, c'est imprimé par l'objectif qui tourne à 180 degrés. Voilà. Ça s'appelle un panorama. Panoramique. C'était quand même assez rare à l'époque de voir ce genre d'appareil comme ça. Maintenant, pour faire du panoramique, on a des appareils spécifiques, mais on déplaçait, on prenait plusieurs photos, voilà. ainsi de suite. C'était comme ça. Là, il faisait une seule photo. Une seule photo. Dire que c'était net, vu la rapidité, ainsi de suite. On arrivait à avoir quand même des photos correctes, suivant la sensibilité de la pellicule, bien évidemment. Et là, déjà, on avait du papier. C'était des rouleaux papier, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, les premiers rouleaux de papier qui sont ici, les bobines, que l'on voit ici, je vais passer la main à mon collègue, parce que là, voilà, un genre de pellicule papier, souple. C'est sorti en 1881 par Kodak. Les premiers, en même temps qu'il a sorti ses premiers appareils folding de Kodak dans les années 1881 et 1882. Là, c'est une présentation d'appareils principalement français. D'accord. À l'origine, j'ai envisagé de collectionner tout ce qui se faisait sur soufflé, mais quelle que soit la marque ou nationalité. Mais je me suis retrouvé en 6 mois avec 200 appareils, donc j'ai changé d'orientation. Et je vais faire du français. Et j'ai été surpris de voir le nombre de versions musique qu'il y a en français. Donc là, vous avez principalement, c'est l'évolution du matériel. Alors, la dénomination de folding, le terme enroulé, vient du mot plié, puisque normalement, la plupart de ces appareils-là, alors le système de pliage peut varier, mais en règle générale. Ah oui, c'est. On peut celui-ci a un mettre revêtement dans la particulier qui est pas courant. Mais le principe du folding pliant, c'est ça, c'est d'avoir la possibilité de. Donc tous sont sur le même principe de fonctionnement. Ce qui diffère, bien sûr, c'est les formats, c'est en fonction des formats de pellicule, des formats de photo. Vous avez des petits formats ici qui fait 24-36. Ah oui. Vous avez du 6-9, vous avez du 5-6,5, 11. Vous avez du 13-18, enfin il y a différents formats en fonction. Donc c'est le format de l'appareil qui détermine un petit peu le format de la photo. Le format de la photo. Tous sont plus ou moins sur le même principe de fonctionnement, mais le principe de la photo n'a pas changé depuis le début. Quelques appareils un peu particuliers. Celui-ci est un appareil français, le Kinax, qui était l'appareil qui était utilisé par la Gendarmerie nationale française. Et la particularité de cet appareil-là, c'est qu'il est possible de faire 3 formats de photos. Format 6-9, format 4.6 et format 6.6. Et en fait, le principe, c'est un principe de cache
qui en fonction de chaque format possède son cache. Et quand on détermine de faire des photos en format 6.6, on va prendre le cache 6.6, on va le positionner. Étant entendu que toute la pellicule allait se faire dans ce format-là, puisqu'en cours de prise de vue, on ne pouvait pas changer le format. Donc c'était au départ déterminer le type de format qu'on voulait faire et on mettait le cache correspondant. Donc c'est ça pour le format. Alors, plusieurs appareils possèdent ce principe d'avoir de double format, comme par exemple celui-ci, avec deux formats différents, 6.6 et 6.9, suivant toujours le même principe avec un principe de cache. Et parmi ces appareils-là, il y a quelques-uns qui ont des particularités, comme celui-ci par exemple. Alors celui-ci, c'est pas un appareil français, c'est américain, qui est connu de tous les collectionneurs, c'est le Vest Pocket Kodak. Vest Pocket, parce qu'en fait, Vest avec Pocket. la poche. Alors son histoire est un peu particulière, parce que cet appareil-là est apparu pendant la guerre 14-18, quand les Américains sont venus nous aider à combattre les Allemands, ils avaient cet appareil dans la poche. Parce qu'en fait, il faut savoir que les soldats français n'avaient pas le droit de faire des prises de vue sur les champs de bataille, pour ne pas diffuser auprès des populations civiles des images difficiles, des images sensibles. Et que le service militaire des armées qui était habilité à le faire, et qu'il ne diffusait que les photos qu'il voulait bien diffuser. Sauf que quand les Américains sont arrivés avec ce type d'appareil-là, ici on présente. Voilà. Vous voyez qu'au niveau compacité, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui avec les compacts numériques, en 1928, on s'est déjà fait des appareils photo compacts. En 1928. Et la deuxième chose, donc, quand il savait cet appareil-là, il allait dans la poche, il prenait la photo, il fermait la pellicule, il donnait la pellicule à un copain qui descendait des lignes pour redescendre, il a développé la pellicule, c'est comme ça qu'on a des photos un peu spécifiques qu'on n'aurait pas eu autrement. Donc là vous avez un petit appareil qui n'est pas français, qui est américain, qui est le Vest Pocket Kodak, 1928. Donc l'histoire de cet appareil est un peu particulière parce qu'il a été introduit en France lors de la guerre 14-18 par les Américains, sachant que normalement les soldats français n'avaient pas le droit de faire des photos sur les champs de bataille pour ne pas diffuser des images sensibles auprès de la population civile. Et qu'il y avait le service militaire des armées qui était habilité à le faire, mais qui ne diffusait que les photos qu'ils voulaient bien diffuser, qu'ils voulaient bien laisser paraître. D'accord. Quand les Américains sont arrivés avec cet appareil, qui dans une poche est pratiquement invisible, ils sortaient leur appareil, il était vite mis en batterie, on prenait la photo, on fermait l'appareil, et quand la pellicule était finie, ils la transmettaient à un de leurs collègues qui allait descendre du front pour aller ramener, faire développer la pellicule. Ok. Et c'est comme ça qu'on a eu des photos qu'on n'a jamais eu autrement. Ceci étant, les soldats français ont acheté à certains Américains ce type d'appareil et qui ont fait aussi des photos des champs de bataille. Donc l'histoire. Et là, en plus, la particularité de cet appareil-là, qui est spécifique, c'est que vous avez ici un petit stylet métallique. Voilà, on va y arriver. Alors, il n'y a que Kodak qui a fait ce procédé qu'on appelle le procédé autographique. En fait, vous avez un petit stylet métallique. Je ne sais pas si vous le voyez là. Oui, oui, si on voit. Et vous avez une fenêtre ici. Vous imaginez la pellicule qui passe ici. Quand la photo était prise, on prenait le stylet et on gravait sur la pellicule le nom le lieu ou la date ou le nom de la personne. Quand on développait la pellicule, la photo était légendée, de manière archaïque, mais on avait quand même une photo légendée. Donc le numérique n'a pas inventé la photo légendée, c'est déjà en 1928. Donc c'est l'histoire un peu particulière de cet appareil, qui est quelque chose de vraiment original dans le mode de la photo, et il n'y a que Kodak qui a fait ce procédé. Pas sur tous ces appareils, certains de ces appareils autographiques. Donc là, on reste un peu sur le même principe au niveau de la photo. Il y a un autre appareil aussi, celui-ci. Vous remarquez que la plupart des appareils sont soit avec des dos ronds ou des dos carrés. C'était suivant qu'on faisait des plaques, de la plaque ou de la pellicule. Girard, constructeur français, a mis en place ce type d'appareil-là, qui combine en fait les deux procédés, à savoir que quand on veut faire la pellicule, on partait avec l'appareil complet, une plaque permettant de libérer l'accès à la pellicule pour l'impression de la photo. Mais quand on a décidé de faire uniquement de la plaque,
On pouvait dissocier la partie plaque de la partie film, ce qui fait qu'au niveau encombrement, on se retrouve avec un appareil qui est le moitié de cet encombrement-là. Il y a ceci ici, qui est un appareil français aussi, de marque Gallus et qui date des années 1940, qui n'a pas eu le succès commercial escompté. Voilà. Pourquoi? Parce que quand vous regardez les différents appareils qui sont là, vous voyez qu'au niveau recouvrement, ils ont tous de la cuirette, du cuir ou des choses comme ça. Alors que celui-ci, uniquement des appareils comme ça, ont le revêtement sous forme de cuirette, de cuir, tout ça, alors que celui-ci est nu. Et donc les gens pensaient qu'il n'était pas fini. Il manquait quelque chose. Donc, ce qui fait qu'il a pas eu le succès commercial qu'il aurait pu avoir, parce que c'est un très bon petit appareil. Donc voilà. Ok. L'histoire de ces appareils-là. Sinon, que peut-on dire? Sinon, ici, vous avez, en fonction du format de l'appareil, c'est des formats de pellicule. Et vous avez par contre un petit outil qui s'appelle le posographe. Le podographe. Posographe. 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 Sachant que quand vous faites une photo, vous n'avez pas de moyen de pouvoir savoir, en fonction du temps et de la luminosité, quel est le temps de pose idéal, quelle est l'ouverture idéale, ainsi de suite. Donc, Pathé Bali a inventé en 1922 un petit accessoire, posographe, sur lequel vous avez d'un côté des vues en plein air, avec un descriptif de différentes situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver, sous bois, à côté d'un rocher, on peut regarder il y a paysage lointain ou marine, scène de plage, verdure ou nappe d'eau, enfin différentes situations. Oui. Et ensuite, ici, vous avez donc différents éléments, le diaphragme, l'état du ciel qui peut être changeant suivant les saisons. Ici, la teinte du sujet, s'il est suivant éclairé ou pas éclairé. Ici, vous avez le mois, puisqu'entre le mois de janvier et le mois de juin, on n'a pas la même luminosité. Et ici, l'heure, parce que l'heure aussi entre le matin et le soir. En manipulant des petits index, vous voyez la réaction de celui-ci. Là. Chaque fois que je manipule un index, ici, ça réagit de manière différente. Une fois qu'on a manipulé ces différents index, ici s'affiche le temps de pause que vous affichez sur votre appareil. Ok. Donc, vous avez différentes situations en différentes positions qui vous permettent au moins d'appréhender au niveau du réglage de l'appareil photo, être censé faire une photo correcte. Ouais. Donc ça, vous avez ça pour le plein air et vous avez ça pour l'intérieur de la même manière, avec des situations qui peuvent se présenter et avec des modifications aussi bien que la couleur du sol, que la couleur des murs, la quantité de ciel vu, si la fenêtre est dégagée ou si elle est recouverte, enfin différentes situations qui vous permettent de travailler de la même manière. Donc un petit appareil qui a son importance. Voilà un peu pour ce qui concerne ce secteur un petit peu des appareils folding, donc de 1908 à 1950 à peu près. L'autochrome, c'était les premières photos couleurs sur verre par les frères Lumière. Et en fait, quand on étudie le procédé de fabrication de ce type de matériel, c'est fait à base de fécule de pommes de terre. Ah oui. La fécule de pommes de terre qui a été pressurisée sur des presses et tout ça, qu'on a colorisé avec les couleurs principales de la photo, le magenta, le cyan et le yellow. Et puis ensuite, on a mis une couche de vernis pour fixer cette matière de fécule de pommes de terre. On l'a sensibilisé pour pouvoir mettre la pellicule photo et ça permet cette qualité de prendre des photos sur le matériel que vous avez de côté, sur les chambres éventuellement. D'accord, ouais. Mais il faut c'était le premier procédé de prise de vue de la photo en couleur sur plaque de verre. Et vous imaginez la pression quand il a fallu étaler sur la plaque une uniformité au niveau de l'épaisseur de la couche. Donc ça passait sur des presses de plusieurs pressions au niveau d'une pression assez importante, sans casser le verre quand même. Donc c'est un procédé qui a lancé la photo couleur et auquel on obtient des résultats. C'est relativement recherché parce que c'est rare. Et quand on regarde le détail on regarde par la loupe.
Quand vous regardez le détail de la photo, au niveau des couleurs, au niveau du rendu, au niveau de la netteté, enfin, à tous les points de vue, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Vous avez les photos dans les cadres en verre. Donc ça c'est une prise de vue d'une photo de manière traditionnelle avec les appareils photo. Et ensuite vous avez ici, en fait ça c'est comme les visionneuses diapos que vous avez dû connaître. Cette première vidéo commence avant la photographie. Parce qu'avant qu'on invente la photographie, on savait déjà projeter. C'est un peu comme les visionneuses photos que vous avez dû connaître. Dans les magasins parisiens. On regarde la photo, on change de photo, on regarde l'autre qui se tue. Alors celle-ci est un peu particulière par rapport aux autres qui sont plus modernes. Parce que ici, vous avez la photo et vous avez la possibilité de la projeter. Il vous faut une source de lumière. Donc vous avez normalement une cheminée pour dégager un peu la chaleur. Et vous avez ici deux principes au niveau de la lumière. Une petite source lumineuse qui est alimentée par du gaz de ville, du gaz. Et sinon, quand vous n'avez pas de gaz, vous avez ici un petit réservoir à pétrole. Ah oui, d'accord. Qui vous permet de passer ici, d'envoyer du pétrole dans une mèche ici qui est allumée et qui vous donne la source lumineuse. Ah, ok. Et pour éviter justement un peu les émanations de fumée et de choses comme ça, vous avez ce type de cheminée qui s'adapte pour dégager un peu les vapeurs et choses comme ça. Donc, Donc là, ce sont les lanternes de protection. Voilà, c'est perfectionné. Vous avez différents modèles. Oui, là, c'est plus récent. Et on arrive au premier numérique. Année 2000. Avec éventuellement ici on présente un éclaté d'un appareil numérique pour montrer un petit peu l'électronique embarquée dans un appareil. Donc ça c'est l'album photo. Hein, alors c'est les albums photos. Bon, dans les années 1900, c'était toutes les familles avaient un album photo, parce qu'on avait même nous aussi des albums photos, mais qui ne se vendaient pas de cette manière-là. Mais quand vous voyez un petit peu la qualité de ces matériels, de ces appareils, de ces albums, vous savez, c'est vraiment des familles bourgeoises. Ah oui, j'imagine. Si vous regardez un petit peu, bon, celui-ci, vous voyez déjà au niveau du principe de fonctionnement. Là, vous avez la famille avec éventuellement les enfants ou les grands-parents. Et ensuite, on ferme. Avec le fermoir. Waouh, ouais, c'est joli. Bon, celui-ci est un peu exceptionnel au niveau de présentation, parce que des couvertures de ce type-là, on n'en voit pas souvent. Bon, ici, sur celui-ci, il n'y a pas les photos à l'intérieur.
voyez, Mais on pourrait en mais à mettre. l'intérieur, on pourrait en mettre. Ah ouais, Et si vous d'accord. regardez, si vous avez Wow. la curiosité de regarder des albums que vous pouvez rencontrer dans les foires ou dans les brocantes, Ouais. vous verrez que la plupart des photos, c'est des gens de la haute bourgeoisie quand même. Ouais. Soit des bourgeois, soit des membres du clergé, mais pas le curé de campagne, c'est l'évêque ou l'archevêque, soit des militaires, mais des militaires de haut rang. Appareil photo stéréo. Ça permet de prendre deux photos. Mais sachant qu'entre les deux photos, vous allez avoir un décalage à peu près de 3-4 mm. D'accord. Et ça fait le fait après de passer sur des visionneuses, qui fait que ces deux images vont se rassembler en une seule, en vous donnant une espèce de léger relief. Donc il va être plus ou moins prononcé suivant la qualité de l'appareil, suivant la qualité de la visionneuse. Mais le principe de la photo, c'est ça. C'est la reproduction de la vision humaine, avec un écartement des objectifs qui correspondent à la vision humaine. Et sur les deux photos, je ne sais pas si on en a présenté par ici. Peut-être ici comme ça. Tenez, voilà. C'est pris avec un appareil stéréo. Voilà, comme ça, je le vois bien. C'est pris avec l'appareil stéréo. Avec un appareil photo stéréo. D'accord. Et donc vous avez ici les deux vues, pris avec l'objectif droit et avec l'objectif gauche. Si vous regardez de très près, alors on va se mettre un peu à la lumière. Vous voyez par exemple, regardez ici, donc c'est la même photo, hein. Vous voyez que c'est la même photo. Regardez ici la vue que vous avez ici, vous voyez, de ce personnage-là, et qui est reporté ici, et vous voyez ici que vous voyez davantage. Oui, un petit Il est décalé de décalage. 3 mm à peu près. Ouais, on voit. Hein. Donc c'est le principe, c'est la prise de vue photo avec ce type d'appareil qui vous donne ce résultat-là. Et ensuite, vous avez des systèmes de visionneuses. Donc là, on ouvre pour faire la lumière. On met la vue stéréo ici. Et quand vous regardez ici, avec la possibilité de faire la mise au point, ben vous voyez les deux photos se retrouvent. Alors là, il n'y en a pas là. Mais les deux photos se retrouvent en superposition l'une sur l'autre, avec ce léger effet de relief. Ça fait un relief, d'accord. En fait, c'est parce que sur la vision, vous avez des effets de miroir qui renvoient l'image de l'une sur l'autre, ainsi de suite. C'est la composition de cette visionneuse-là. L'intérêt, c'est que ça. C'est sympa. C'est exactement le même principe que ce que vous parliez comme Oui, connaissant. tout à l'heure. Où vous avez les deux images ici qui sont les mêmes en fait, Oui, mais légèrement décalées l'une par rapport à l'autre. Et quand vous regardez avec cette visionneuse-là, vous voyez les deux images rassemblées avec l'effet de relief. Ouais. C'est exactement le même c'est le principe. même principe. Mais au départ, la photo est prise avec un matériel capable de faire deux prises de vue de la même situation. Site de visionneuse de carte stéréo. Donc c'est la visionneuse mexicaine. Mexicaine.